Merci. Je commence par vous remercier de cette lecture très flatteuse. Elle est bien, cette fille. Ce qui est bien, c'est qu'on prend toujours une certaine distance par rapport à ce qu'on dit de nous, donc ça, c'est parler de quelqu'un d'autre, sûrement. Je commence, je tiens à remercier mes collègues de Porto et du projet Léa de m'avoir invité parmi vous, là, en présentiel, comme je l'ai dit hier. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer après tous ces mois de confinement et d'isolement entre nous. C'est la première fois que nous sommes ensemble depuis le mois de janvier-février. Et tous ceux qui sont de l'autre côté aussi, Alain et d'autres, merci d'être présents à distance. Nous sommes toujours présents, même si pas sur le moment, mais ce sera après. Bon, alors, j'ai beaucoup dans ma vie réfléchi à la question de la lecture, évidemment, et le fait d'être actuellement responsable du plan national de lecture, de son extension à l'enseignement supérieur, m'y oblige davantage, même si entre nous, cette question de l'extension du plan à l'enseignement supérieur marche mal. Mais pour l'instant, je ne dis pas plus, peut-être qu'on peut y revenir. Il y a beaucoup de difficultés, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais enfin, j'ai aussi été pendant des années responsable des stages pédagogiques et donc des stagiaires, des jeunes stagiaires, et avec lesquels j'ai beaucoup travaillé la question de la lecture en salle de classe. Je vais faire un exercice de lecture, hein, je m'excuse, c'est plus simple, et même pour contrôler le temps de parole que les organisateurs me donnent. Il m'arrive de me demander pourquoi les centres de littérature et leurs diverses initiatives, au premier rang desquelles les colloques, éprouvent tant de difficultés à obtenir des financements. Une partie de la réponse figure sans doute dans le titre que les organisateurs ont donné à ces 2 journées d'échange. Nous autres littéraires avons la réputation auprès des gens sérieux, chefs d'entreprise, banquiers, juristes, scientifiques, et la liste serait interminable, d'être des hommes et des femmes de plaisir, à peu près au même titre, mais à un degré d'éminence inférieur que les écrivains et les artistes. Et nous courons après une légitimation de notre activité dont la recherche de la jouissance littéraire, ni intellectuelle, ni esthétique, semble bien être la seule véritable raison d'être, avec assurément le désir de la partager. Il est vrai que les lourdeurs, les angoisses, les affres de la carrière universitaire, cours à préparer, travaux à diriger, concours à passer, viennent jeter un voile de sévérité administrative sur cette justification inavouable qui se trouve à l'origine du choix que nous avons fait, à 20 ans, de devenir professeur de littérature. Les conditions d'exercice du métier sont parfois rendues si pénibles que la source vive de notre vocation, le pur et simple plaisir de lire, ni pur ni simple à vrai dire, que la source s'est comme perdue. Ainsi, hédonistes, honteux et malheureux, cherchons-nous un peu de compréhension auprès de collègues d'autres facultés qui, eux, se montrent libres de témoigner naïvement de leur amour de la littérature, quand ce n'est pas de nous faire part du délice sans mélange que leur a procuré tel ou tel roman classique récemment découvert. Un mathématicien me disait un jour la jubilation qu'il avait ressentie à lire en voyage La Chartreuse de Parme. Nous ne trouvons de riposte à l'opprobre que dans le déni. C'est un phénomène bien significatif que la volonté qui a été la nôtre, celle de ma génération en tout cas, de rapprocher à toute force par le formalisme les études littéraires
de la science. Qui ne se souvient de l'austérité qui pesait sur nos études à l'époque où Todorov et Genette régnaient en maître? Et si Roland Barthes crut bon, avec le plaisir du texte, de décréter la fin du carême littéraire, c'est que lui-même avait assez mangé de ce pain dur, dont le degré zéro de l'écriture conserve encore pas mal de miettes. Un des professeurs de littérature portugaise de mon université à Coimbra a intitulé un de ses livres les plus importants qu'il a écrit, Connaissance de la littérature, conhecimento, du côté du savoir. Mais enfin, nous voici venus, 40 ans après, à des temps meilleurs, au moins sous cet aspect. Il est maintenant permis d'examiner sans gêne et sans détour la nature de l'enchantement ou pour le moins du contentement littéraire. Ce n'est pas d'ailleurs le premier but que je vais me fixer dans les propos qui suivent. Le plaisir, littéraire ou autre, s'expérimente plus qu'il ne s'explicite. Je cite, « Comme toutes les données immédiates de la conscience, le plaisir ne se définit pas. Le seul moyen de le connaître est de l'éprouver », expliquait le logicien Edmond Gobelot dans son vocabulaire philosophique. Que l'intelligence et la sensibilité trouvent leur compte dans la lecture d'une belle page nous suffit généralement et nous passons outre. Certes, les neurosciences nous décrivent le détail des réseaux et des connexions neuroniques censés rendre compte de l'émotion esthétique, de ses résonances et de ses harmonies, mais en sommes-nous véritablement plus informés sur le fin mot de l'histoire? C'est plutôt du côté du livre qu'il faut regarder, comme de la culture et de la réceptivité du lecteur, sans l'opération duquel un livre reste un objet inanimé. Aussi est-il à la fois plus prudent et plus productif d'analyser le plaisir sui generis qui résulte de la lecture de tels textes singuliers que d'entreprendre, comme je vais pourtant le faire, de se placer sur un plan général et abstrait. Mais pour arriver là où je souhaite, il me faut jalonner le plus vite possible l'espace de pensée séparant l'immense dispositif socio-culturel qu'est l'institution littéraire de l'acte intime de lecture auquel on se livre dans une petite pièce, éventuellement sans temps l'iris. Ma démarche consistera à passer d'une vision matérialiste à une perspective, disons, idéaliste de la littérature par le biais de la notion psychanalytique de sublimation. Il s'agit donc d'entrer d'abord dans une conception économique de la lecture pour en sortir si c'est possible. Je ne recourrai pas au marxisme pour justifier l'assimilation du livre ou de l'œuvre d'art en général à tout autre bien matériel que l'on fabrique, vend, achète, étant entendu que la jouissance individuelle, dans une perspective capitaliste, constitue la cause finale de tout le processus. Il est curieux de noter, comme le font Wellek et Warren, que Marx, quand il parle de l'art, le fait en utopiste. La valeur esthétique qu'il voudrait universelle et à la portée de chacun se prétend mal à un traitement quantitatif. Non, je m'adresserai à Paul Valéry, qui, dans sa première leçon de poétique au Collège de France, s'est risqué à surprendre, sinon à choquer ses auditeurs, en esquissant un parallèle entre la littérature et l'économie. Et je le cite. Il me semble peut-être commode, écrit-il, d'assembler sous les seuls noms de production et de producteurs les diverses activités et les divers personnages dont nous aurons à nous occuper si nous voulons traiter de ce qu'ils ont en commun,
sans distinguer entre leurs différentes espèces. Il ne sera pas moins commode, avant de spécifier que l'on parle de lecteurs ou d'auditeurs ou de spectateurs, de confondre tous ces suppôts des œuvres de tout genre sous le nom économique de consommateur. Le mot de consommateur induit immédiatement les idées de désir et de satisfaction, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour le moment. Comme toutes les industries liées au loisir ou au luxe, celle du livre a pour but d'éveiller et d'apaiser un appétit plus ou moins artificiel et de l'entretenir plus que de le combler définitivement. Les éditeurs et les libraires s'entendent à merveille à gérer cette faim jamais apaisée. C'est une remarque élémentaire, mais assez essentielle, que de noter combien un titre accrocheur, une couverture éclatante, un papier doux au toucher et à l'odorat, une typographie aérée disposent de l'acheteur éventuel à l'acquisition d'un ouvrage. Et pourquoi, en effet, ne pas faire débuter le plaisir de lire avec ses prémices toutes sensorielles? Le reproche que l'on entend souvent faire aux livres électroniques a trait à son manque de matérialité ou de palpabilité, et l'on conçoit mal qu'un bibliophile, amateur de belles reliures et de tranches colorées, se mette à collectionner des volumes virtuels, précisément parce que son plaisir est premièrement d'ordre physique. Si le livre imprimé a un avenir, c'est que le lecteur a un corps et qu'il y tient comme au contact et à la présence dans la relation avec autrui. Il suffit de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons et la difficulté que nous avons à la vivre, celle qui nous empêche d'avoir cette relation de proximité avec l'autre. Gratification archaïque, assurément, mais le plaisir de lire, analogue, sans être identique au plaisir fonctionnel de manger et de boire. Et je me suis entretenue de cette question lors de ma conférence sur le récit de table, et en assimilant le plaisir de manger au plaisir de lire, de la lecture, de l'écriture et autres, durera autant que l'animal rationnel que nous sommes, c'est-à-dire quelques années encore, sinon toujours. Il me fallait au moins évoquer ces aspects mercantiles et concrets qui nous autorisent à inscrire la lecture dans le système général des échanges de richesses dont traite l'économie politique. Je n'envisagerai pas la passionnante et intrigante question des prix, non pas des prix littéraires, dans leur rapport à l'intérêt intrinsèque du livre. Don Quichotte, qui m'apportera autant, sinon davantage, bien davantage de plaisir durable que le dernier Montbourg, peut me coûter 5 €, tandis que le second en vaudra au moins 20. C'est que la nouveauté du produit est une valeur ajoutée qui doit, comme toute frivolité, entrer en ligne de compte dans le calcul des plaisirs sur lesquels spéculent les éditeurs, indépendamment des droits d'auteur. Si l'on peut comparer l'institution littéraire à une pyramide dont la pointe est le plaisir spirituel du sujet lecteur, la base est formée de l'ensemble de ces facteurs et conditions matérielles qu'une représentation objective de la littérature ne peut passer sous silence. Depuis Ouellette et Warren, que je mentionnais à l'instant, la bibliographie concernant l'industrialisation du livre et les méandres du circuit commercial s'est considérablement allongée. La sociologie de la littérature a cependant peu à nous apprendre du plaisir lui-même, et c'est vers la psychologie qu'il convient maintenant de se tourner. Je n'abandonne pas pour autant Valéry et sa poétique. Je lui adjoins cependant Freud,
c'est-à-dire que je me maintiens dans les limites d'un matérialisme de bonne compagnie, en continuant de penser le plaisir littéraire en termes d'économie, non plus politique cette fois, mais psychique. On sait la prépondérance que la psychanalyse attribue au principe de plaisir dans le fonctionnement mental. Nous lisons dans le dictionnaire de Laplanche et Pontalis, je cite, qu'en tant que le déplaisir est lié à l'augmentation des quantités d'excitation et le plaisir à la réduction, le principe de plaisir est un principe économique. Fin de citation. Pourquoi le plaisir de lire se soustrairait-il à la mesure s'il est lui aussi identifiable à une quantité? Déjà, Fechner soumettait les états affectifs aux algorithmes de sa psychophysique, à quoi réagissait Bergson dans les données immédiates de la conscience, en démontrant que le plaisir et la douleur sont avant tout des qualités différentielles. Or, Valéry, qui se croit si loin de Freud, semble se rallier à lui quand il expose que dans la lecture, une énergie se dépense à notre plus grand contentement, autrement dit, que le plaisir littéraire est tout semblable au plaisir de l'acte sexuel. Il est piquant de songer que Valéry, sans doute à l'insu de nombreux de ses auditeurs, sauf de Jacques Lacan, bien sûr, se soit servi de la montée du désir et de son assouvissement comme d'un modèle pour comprendre l'effet de la lecture sur le sujet qui s'y adonne. Je me permets de vous lire un autre passage de cette leçon mémorable où le poète philosophe, ne pouvant décemment se faire plus explicite, nous sommes en 1937, se plaît, analysant l'acte de lire, à évoquer les phases de l'œuvre de chair. Je cite. L'œuvre nous offre dans chacune de ses parties à la fois l'aliment et l'excitant. Elle éveille continuellement en nous une soif et une source. En récompense de ce que nous lui cédons de notre liberté, elle nous donne l'amour de la captivité qu'elle nous impose et le sentiment d'une sorte délicieuse de connaissance immédiate. Et tout ceci en dépensant à notre plus grand contentement notre propre énergie qu'elle évoque sur un mode si conforme au rendement le plus favorable de nos ressources organiques que la sensation de l'effort se fait elle-même enivrante et que nous nous sentons possesseurs pour être magnifiquement possédés. Alors, plus nous donnons, plus voulons-nous donner, tout en croyant recevoir. Fin de citation. En termes d'économie du plaisir, de lire, nous pourrions nous en tenir là, puisque tout est dit ou suggéré. Ut orgasmos poesis. Que la lecture littéraire soit un processus psychique et également physique, dans le cas de la lecture à haute voix, consistant en la circulation et la répartition d'une énergie pulsionnelle quantifiable, susceptible d'augmentation et de diminution, Valéry, à le penser, se retrouve donc freudien sans le vouloir. Et que nous soyons portés à le penser, nous aussi, c'est ce qu'atteste tout un discours critique que nous assumons comme l'autre et qui, par réaction contre la pudibonderie ou l'ascétisme du discours académique de jadis, ne craint pas d'érotiser la théorie littéraire. Kristeva, entre autres maîtres à penser, a beaucoup fait pour dévergonder grammairiens et grammairiennes. Et toute une tradition iconographique lui donne raison. Je songe à ces liseuses voluptueuses représentées dans la peinture. Leur pose languissante, leur sourire rêveur, leur regard extatique, ne viennent-ils pas confirmer la réalité de l'orgasme
mental, cet éléphant blanc de la sexologie, ce serait ainsi une affaire entendue et la question du plaisir de lire serait réglée par son assimilation à la jouissance sexuelle. Nous n'en sommes pourtant pas quittes, dans la mesure où, au moment même où Valérie rejoint Freud, Freud s'écarte de lui en s'avisant que l'art n'est pas entièrement réductible au jeu de la pulsion sexuelle et qu'il importe, pour en rendre compte, de faire intervenir un autre processus, lui aussi économique, la sublimation. Alors que, selon Paul Valéry, la poésie peut être comprise et expliquée par sa parenté avec le type le plus général de l'action humaine, en l'occurrence l'acte amoureux dans tout son développement physio-psychologique, Freud, de son côté, aperçoit les limites de cette filiation directe. Il y a quelque chose au-delà du principe du plaisir. Je n'aborderai pas de front le complexe problème de la sublimation chez le père de la psychanalyse, dont on sait qu'il a conduit, avec la découverte de l'instinct de mort, à remanier sa première représentation de l'appareil psychique. Plus encore, et pour citer à nouveau Laplanche et Pontalis, l'absence d'une théorie cohérente de la sublimation reste une des lacunes de la pensée psychanalytique. Je ne suis malheureusement pas en mesure de la combler. Par contre, je déplacerai et resserrerai la question en la posant dans le cadre moins élevé d'une réflexion pédagogique. Ayant été amené au cours des dernières années à m'intéresser de plus en plus au plan national de lecture et à son extension à l'enseignement supérieur, j'ai eu maintes occasions de réfléchir sur les obstacles de plus en plus nombreux qui s'opposent à la fréquentation du livre, en particulier du livre littéraire chez les jeunes. Il va de soi que, comme enseignante, j'avais déjà été alertée par les signes récurrents d'un défaut d'appétence parmi les étudiants de littérature eux-mêmes. Mon erreur était de partir du postulat que la lecture est un plaisir qui s'offre à tous et qu'il suffit de répéter plaisir, plaisir, plaisir pour que les élèves mordent à la main. Entre le constat d'échec des stratégies coutumières de motivation et le souvenir de ma pratique d'enseignante, un abîme se creusait. Je confesse avoir moi-même beaucoup joui en classe à analyser mes textes préférés et je me flatte de penser que cette mienne jouissance, n'ayant rien de simulé, a pu jouer un rôle séminal auprès de quelques-uns et quelques-unes de mes étudiants et étudiantes. Qui parmi nous n'a pas ressenti cette force de propagation magnétique qui se répand comme une onde dans l'amphithéâtre, quand on avait les amphithéâtres pleins, bon, voilà, ça, entre parenthèses. N'est-ce pas toute la magie de la parole littéraire, sinon professorale? Le charme poétique aurait à lui seul assez de force pour s'imposer tel quel aux esprits les plus rebelles. C'est ce dont Lucrèce semble persuadé alors qu'il cherche à entraîner son lecteur dans son élan spéculatif en quête des arides secrets de la nature. Et je le cite. Quand les médecins veulent donner aux enfants la répugnante absinthe, ils revêtent auparavant les bords de la coupe d'une couche de miel blond et sucré. De la sorte, cet âge imprévoyant, les lèvres séduites par la douceur, avalent en même temps l'amère infusion et, dupe, mais non victime, on recouvre au contraire force et santé. Ainsi je fais aujourd'hui, et comme notre doctrine semble trop amère à qui ne l'a point pratiquée, comme la foule recule avec horreur devant elle,
j'ai voulu te l'exposer dans l'harmonieuse langue des muses et, pour ainsi dire, la parée du doux miel poétique. Puissais-je ainsi tenir ton esprit sous le charme de mes vers, tandis que tu pénètres tous les secrets de la nature et les lois qui président à sa formation. Fin de citation. Cette fonction initiatrice que Lucrèce assigne à la poésie relève d'une conception de la forme poétique comme l'heure ou appât, qui sera celle du moralisme esthétique du grand siècle. Plus généralement, c'est le doublet horatien, utile et agréable, instruire et plaire, qui a dominé la littérature jusqu'au XIXe siècle. Les liaisons dangereuses se veulent conformes à cet idéal. Émile Zola a peut-être été le dernier à vouloir concilier ces deux intérêts. Mais tandis que la littérature abandonnait la préoccupation didactique, la pédagogie a persévéré dans sa stratégie d'apprentissage par le plaisir. Je ne dirais pas qu'elle a eu tort, mais son erreur a été de penser qu'il était possible de marier harmonieusement les deux principes de plaisir et de réalité. Voici un exemple presque cocasse de cette illusion scolaire. Je lis sur la couverture d'un manuel intitulé « Lire à plaisir », texte et thème pour les classes de seconde et de première. Je cite. Ce manuel d'une conception nouvelle s'adresse aux élèves de second cycle et toutes les séries et de tous les niveaux. Tout en répondant aux nouvelles directives, il cherche à leur faire découvrir la littérature et le plaisir de lire. Comment peut-on, sans effet comique, faire voisiner dans la même phrase les mots de la nomenclature scolaire, pour ne pas dire ministérielle, manuel, élève, second cycle, série, niveau, directif, avec celui du plaisir. À supposer que la littérature puisse s'enseigner au collège, il y en a qui doutent, les écrivains généralement doutent, peut-elle, sans péril pour le plaisir de lire, s'entourer d'autant de précautions bureaucratiques? Une autre tactique, plus retorse et plus efficace, consiste à faire croire que la lecture littéraire est un fruit défendu. Je me suis longtemps servi de l'étiquette de littérature radicale pour tenter de conduire les étudiants vers des auteurs et des textes où les instincts les plus violents se donnent librement. Mettons Corneille et Lamartine sous clé pour tenter quelques voleurs. Mais comment rivaliser avec le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo, le YouTube, on parlait hier des Fatmes, et autres pourvoyeurs de plaisir bruts, aisément accessibles? Pourquoi est-il si difficile de séduire les enfants, les adolescents, les adultes eux-mêmes à la lecture si l'on prétend que l'acte de lire produit une satisfaction immédiate comme l'image? Ne serait-il pas important de dissiper le malentendu tenant à la nature du plaisir littéraire, ce à quoi nous convie ce colloque? Quand Valéry disait qu'il n'y a pas de plaisir sans gêne, il était déjà plus proche de l'idée sur laquelle je voudrais insister pour finir. Et je m'achemine vers la fin et vers ma conclusion. Je n'ai jamais défendu le maintien ou le retour du latin dans les programmes du secondaire. C'est un combat perdu depuis plus d'un siècle. Mais comment ne pas reconnaître que l'exercice de la version latine et la difficulté d'arriver au sens d'une page de suétone pouvaient, mieux que tous nos subterfuges pédagogiques, préparer les jeunes esprits à savourer directement, sans dictionnaire ni grammaire, sans explication philologique ou historique, un chapitre de Jules Verne ou d'Alexandre Dumas.
Nous savons que c'est aujourd'hui la mauvaise maîtrise de la langue maternelle elle-même qui empêche cette accession immédiate à la littérature, de plus en plus réservée à une élite culturelle, laquelle on vient du reste à s'interroger si elle n'est pas une survivance vouée à une disparition prochaine. Le thème de notre rencontre étant le plaisir de lire, je crois n'avoir plus rien à ajouter qui vaille la peine d'être écouté, si du moins je me tiens au terme du problème tel que je l'ai posé. Je pourrais certes introduire l'idée de bonheur, mais le bonheur n'est pas le comble du plaisir, ni une suite ininterrompue de plaisir. Qu'il y ait un bonheur de lire, une durée heureuse et tranquille de la lecture, associée à des circonstances propices, à un cadre accueillant, à une conscience pacifiée, à une confiance dans l'avenir, chacun en a fait l'expérience et garde la nostalgie de ces moments de paradis. Mais il est trop tard pour que je m'aventure dans une psychanalyse du temps, sauf à renvoyer à Bachelard, qui a tout dit à ce sujet. Bergsonien dans l'âme, quoique non bergsonien dans l'esprit, il sait qu'il faut commencer par être heureux. Il faut commencer par être heureux pour arriver au bonheur de lire. De même que, et je cite, « à qui veut rêver bien, il faut dire commencer par être heureux ». En revanche, je peux, en guise de péroraison, récuser l'énoncé du problème et me refuser désormais à parler du plaisir de lire, expression entachée de dilettantisme et qui dissimule les vrais enjeux de la lecture. S'il ne s'agissait que de plaisir, le jeu en vaudrait-il la chandelle? Car ce n'est rien moins qu'une espèce de salut que nous espérons trouver et que nous trouvons dans les grands livres. Le plaisir n'est pas le souverain bien, mais au mieux un surcroît, voire pour un Jean-Jacques, un dangereux supplément. Franchissons donc le pas en laissant l'hédonisme pour le démonisme. Présentons la lecture, valeur socialement reconnue, pulsion sublimée comme un acte requérant un effort et dont le plaisir qu'il peut apporter atteste l'accroissement de notre être ou de notre perfection. C'est le langage d'Aristote et dans le présent état de l'art, c'est à peu près le seul qui me paraît pouvoir être honnêtement tenu. Merci de votre attention.